Bonjour tout le monde. En ce beau mercredi soir, jeudi soir, excusez-moi, je suis en plein milieu, je suis encore au jeudi. Donc, en ce beau jeudi soir ensoleillé, c'est un plaisir de vous voir nombreux, parce que c'est toujours ce qu'on veut, évidemment, vous avoir à la faculté en présence. Bien que je suis très heureuse aussi de vous avoir à la maison, mais je vous avouerai que j'ai un petit des humains en chair et en os. Donc, ce soir, on accueille un de mes anciens étudiants. C'est toujours ça maintenant, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Donc, un de mes anciens étudiants, je suis très contente, donc maître Henri Lajeunesse. Donc, Henri, il est avocat chez Robic, excusez-moi, c'est un peu d'eau. C'est de l'eau? Oui, j'ai 2 verres d'eau. Donc, et ce qui est particulier, c'est qu'il a, c'est toujours aux étudiants, puis ça va être de plus en plus que les technologies émergentes, il a une double formation, donc une formation à la fois juridique et scientifique. Donc, il a un baccalauréat en droit et un baccalauréat en biologie. Et il a aussi une maîtrise donc, en sciences pharmaceutiques de l'Université de Montréal. Donc, vous voyez, pour faire un spécialiste en propriété intellectuelle, là, ce que ça prend, ce sont des compétences là, vraiment intéressantes. Donc, il travaille, comme je l'ai mentionné en introduction, depuis 2022 chez Robic et avant, donc, il était chez Dr. Fox. Donc, sans plus tarder, très heureux que vous ayez nous traité des NFT. Yes. Donc, voilà. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'introduction. Aujourd'hui, je vous présente une présentation qui s'appelle « Les enjeux légaux associés aux jetons non fongibles, les fameux non-fungible tokens ». Le but de la présentation, vraiment, c'est de mettre en contexte un petit peu, excusez-moi, je me trompe d'écran, petite mise en contexte de ce qu'on parle des NFT, l'engouement qu'il y a eu autour des NFT dans les différentes dernières années. Ensuite, aborder les différents enjeux juridiques et dilemmes légaux, particulièrement au niveau de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, les marques de commerce, aussi au niveau de la protection des renseignements personnels, succinctement. Amener certains enjeux pratiques par la suite, des bonnes pratiques, aussi autant pour les créateurs que pour les parties prenantes, les acheteurs, les parties prenantes aux différents entourant les transactions, entourant les NFT. Et finalement, une petite conclusion sur l'avenir des NFT. Est-ce que l'aspect artistique va vraiment continuer ou est-ce qu'il y a d'autres applications, d'autres domaines qui sont beaucoup plus intéressants à mon humble avis, évidemment. Donc, introduction. On a vraiment remarqué depuis 2021 un engouement assez intéressant. Le marché en 2021 des NFT était capitalisé à 17 milliards de dollars, alors qu'en 2020, il était estimé à environ à 82 millions de dollars. Donc, on a vraiment vu un pic intéressant au niveau des transactions, l'engouement qu'il y avait au niveau des NFT. La même année, on a observé en 2021 que l'œuvre Every Days, The First 5000 Days de Beeple, qui avait été vendue par la maison Christie's pour un montant de 69 millions de dollars. C'était quand même très, très élevé pour une première œuvre, disons, numérique, associée à une œuvre numérique, un NFT, si je peux dire. Et il y a aussi des ventes de vidéos de la NBA, les NBA Top Shot, qui avaient commencé à ce moment-là. Donc, on a vraiment vu une spéculation, ça a été vraiment entrepris comme étant des investissements spéculatifs. Il y a beaucoup de gens qui étaient très fans des NFT, d'autres étaient très sceptiques par rapport à cette application dans le domaine artistique. Puis malheureusement, en 2022, le marché s'est vraiment effondré. On a vu vraiment le nombre de ventes chuter de plus de 90% par rapport à 2021. Donc, ça rendait un peu raison aux sceptiques à la base. Donc, qu'est-ce que concrètement on achète là, ici? Acheter des œuvres vraiment à gros prix pour finalement pouvoir les revendre, ne pas avoir l'investissement, le retour de l'investissement escompté. Il y a aussi beaucoup de poursuites judiciaires qui ont fait qui sont survenus à cette époque, et puis encore aujourd'hui, puis je vais en parler un peu plus en profondeur dans les différents enjeux juridiques, spécifiquement en droit d'auteur, en marque de commerce particulièrement. Mais on se souvient, ceux qui connaissent un peu Jay-Z, Rockefeller Records, il y a eu vraiment un litige entre Damon Dash, un des sociétaires de la société de production, et qui avait fait des NFT sur l'album, excusez-moi, Reasonable Doubt, qui a été réglé en 2022. Le NFT qui avait été conçu était représenté des droits directement sur l'album Reasonable Doubt de Jay-Z, mais alors que Damon Dash ne tient pas de droits directement dans l'album, mais dans la société. Donc, encore une fois, on mixe, je mets un peu la planche ici, entre la mauvaise compréhension qu'il y a entre les droits de propriété intellectuelle, les droits X de propriété dans une société qui ne donne pas nécessairement le droit d'exploiter l'API autour d'une œuvre.
Donc, il y a vraiment des différentes tendances, des tendances des NFT, puis des constellations juridiques qui sont survenues de tous ces événements. Il y a eu des débuts de questionnement quant à l'encadrement autour des NFT. Justement, qu'est-ce que c'est exactement un NFT, comment on peut, moi en tant que créateur, moi en tant qu'acheteur, moi en tant que vendeur, faire respecter mes droits. Qu'est-ce qui arrive dans des situations où mes droits se font justement enfreindre par un contrefacteur? C'est des questions qu'on va regarder un peu plus en détail tantôt au niveau des enjeux juridiques. Avant de commencer dans les enjeux juridiques, je voulais faire un petit retour sur certaines notions de base entourant les NFT, comme la chaîne de blocs, le contrat intelligent, le portefeuille digital, pour bien comprendre ces concepts-là rapidement, qui vont être revenir à travers les enjeux juridiques tout à l'heure. Donc, au niveau de la chaîne de blocs, bon, c'est une définition qui a été proposée, là, je vais rapidement, ce n'est pas ça l'objectif de la présentation aujourd'hui, mais la chaîne de blocs a été définie, ou une définition qui a été proposée par l'Office québécois de la langue française comme étant une base de données distribuée, décentralisée, permettant de stocker des transactions en ordre chronologique sous forme de blocs liés les uns aux autres. Donc, on supprime les intermédiaires, donc les avocats, par exemple, ou les comptables qui vont venir valider ou assurer aux tierces parties ou vendeurs-acheteurs la justesse des informations qui sont le fruit de la transaction. Tout ça se fait vraiment pour valider à travers un registre qui est distribué, à travers des nœuds, des nodes, ce qu'on appelle en anglais, pour vérifier les transactions et créer des blocs qui vont être encryptés avec des données qui sont intrinsèquement liées chacun un à l'autre et que ça crée une chaîne donc inaltérable au fur et à mesure. Et donc, plus la chaîne est plus de blocs, de nœuds, plus la chaîne va être robuste, va être solide, donc sûre dans un certain sens pour les parties qui font partie de cette transaction. Il y a aussi un élément sous-jacent au NFT qui est associé, c'est ce qu'on appelle les contrats intelligents. Donc, j'ai mis des guillemets parce que ça ne remplacera jamais un contrat juridique typique, je peux dire, où il y a juste des petites nuances ou des finesses qu'un conseiller juridique, avocat, notaire va pouvoir venir apporter justement à tout ça. C'est vraiment un programme stocké sur une chaîne de blocs, une blockchain qui s'exécute lorsque certaines conditions prédéterminées sont remplies. Donc, c'est une automatisation de l'exécution d'un accord, donc le if, le when, le then. Donc, si tel événement arrive à tel moment, alors par conséquent, il y aura tel type de droits qui vont être concédés, etc., etc. Donc, ça, on peut le retrouver, on peut automatiser ça. Ça permet d'être certain du résultat sans l'intervention, encore une fois, d'un intermédiaire, puis sans délai. Donc, c'est automatique. Finalement, la petite notion un peu plus nouveau portefeuille digital. Donc, comment accéder à ces jetons, qu'ils soient fongibles ou non fongibles. C'est un élément essentiel de la chaîne de blocs qui sont composés de clés publiques pour le réseau, mais aussi de clés privées pour accéder à mon portefeuille, par exemple, de jetons donc, que j'ai disponible. Ça sert d'avoir le contrôle sur le portefeuille, puis il faut quand même s'assurer que le portefeuille est compatible avec les jetons lesquels que j'ai, par exemple, acquis. Mais en bref, c'est quoi qu'on parle quand on parle de NFT? Spécifiquement. Ce sont des jetons non fongibles. C'est sa caractéristique non fongible qui est la différence avec les autres jetons, comme les crypto-monnaies, par exemple, ou les bitcoins. Concrètement, c'est un actif cryptographique qui va détenir des informations, des métadonnées avec un code d'identification unique. Donc, par exemple, le nom du propriétaire, la date de création du NFT, le nombre d'historiques des transactions qui ont été faites, l'emplacement de l'actif original et qui va les distinguer les uns des autres par rapport à ça. Et on ne peut pas donc interchanger deux NFT, comme ça, comme une crypto-monnaie ou un bitcoin. Sinon interchangeable. Donc, cet aspect d'unicité et de non-interchangeabilité, c'est vraiment la caractéristique principale d'un NFT, contrairement aux autres styles de cryptographie actifs comme les crypto-monnaies. Donc, sont non fongibles, comme je viens de le dire, sont indivisibles, on ne peut pas les copier, les distribuer, les substituer, les subdiviser, tant autant que pour le créateur que les collectionneurs des NFT. Donc, cette caractéristique-là est vraiment au centre, au cœur vraiment des NFT. Et il y a différents types d'NFT qui existent. C'est des catégories qui ont été proposées, mais on peut les renommer, mais des NFT, disons, plus artistiques, en lien avec une œuvre. Donc, ici, on ne parle pas d'une œuvre, par exemple, artistique en toi, c'est un fichier numérique, un lien, un certificat d'authenticité vers le lien, vers l'œuvre numérique. Ensuite, des NFT utilitaires qui permettent d'obtenir des accès ou des services ou d'autres NFT. Donc, exemple, je veux avoir accès à un spectacle. Donc, j'ai un NFT qui est un billet de spectacle qui va me permettre de me rendre au spectacle. Et des fois, on possible d'avoir les deux un peu en même temps, comme le billet de spectacle en question qui permet, bon, pour le collectionneur ou pour le spectateur de dire j'ai ma passe pour entrer
au spectacle, mais par la suite, ben, j'ai une preuve que j'étais présent à cet événement-là. Ça devient un peu une genre de forme de statut social qu'on va associer à ce NFT. Ça permet aussi, pour les promoteurs de spectacles, de limiter la vente des faux tickets, de permettre de contrôle, voire de même d'obtenir des revenus sur la revente des tickets. Donc, c'est une meilleure gestion qui est de plus en plus utilisée dans différents domaines. L'aspect utilitaire, c'est quelque chose vraiment, à mon sens, qui est l'avenir du NFT. Donc, au niveau des enjeux juridiques, je parle quand même un peu vite, gérer les attentes. Je voulais parler un peu de ça parce que souvent, les NFT, c'est pas très bien compris dans la société par les parties prenantes. Souvent, on va se dire, ah, ça va aller vraiment une information, une transaction à tel moment, mais à la base, cette information qui a été validée, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'elle est fausse? Est-ce qu'elle est trompeuse? C'est ça la question. On peut bien valider que la blockchain vienne assurer les parties prenantes de la transaction qui a bien été lieu, mais à la base, l'objet qui concerne cette transaction est-elle véridique? Est-ce que j'avais les droits de le détenir, de faire une transaction sur celle-ci? C'est ça la grande question dans le domaine de la propriété intellectuelle, surtout dans le domaine artistique, c'est-à-dire création des fois de faux NFT. Là, je ne veux pas tout y aller une chose à la fois après avec les différentes slides, mais prendre une image de quelqu'un d'autre, d'un artiste qui ne m'appartient pas, créer un NFT, puis ensuite en faire de l'exploitation commerciale, c'est au détriment des droits d'auteur du créateur, de l'auteur original. Donc, je vais quand même faire une petite vue d'ensemble. On va parler de titularité des droits d'auteur. Qu'est-ce que le droit d'auteur aussi, puis comment ça s'applique ensuite à travers un contexte NFT, dont les contrats intelligents, le portefeuille, qu'est-ce qui se passe? L'emploi dans le cadre des marques de commerce, je vais donner quelques exemples de litiges qui se sont passés, puis aussi d'opportunités pour certaines entreprises de se servir du monde des NFT pour venir valider, augmenter leur visibilité, de venir aussi consolider leur présence en ligne sur le monde numérique. Puis évidemment, bien s'assurer, c'est une parenthèse, il y a différentes plateformes de vente des NFT qui ont différentes modalités, différentes caractéristiques, différentes fonctionnalités. Il faut vraiment s'attarder à lire les conditions d'utilisation pour bien comprendre qu'est-ce que je peux faire avec mon NFT que je crée ou que j'achète ou que je vends via cette plateforme-là. Évidemment, ils vont souvent demander des petites garanties minimales en tant que, supposons, créateur, en disant, ben, vous garantissez à être minimalement, c'est pas minimalement, mais l'auteur, avoir les droits nécessaires, sauf vers une licence avec l'auteur ou avec l'auteur direct, par exemple, de l'œuvre qui va être associée au NFT. Donc, 101 de propriété intellectuelle, le droit d'auteur vise à protéger les œuvres. Okay? Donc, les œuvres littéraires, dramatiques, musicales, artistiques qui sont originales. Il y a aussi d'autres déclinaisons à ça. Mais le droit d'auteur, le principe de base, c'est une fois que je crée une œuvre, que ce soit littéraire, dramatique, musicale ou artistique, dès sa conception, j'en suis l'auteur. C'est automatique. Il n'y a pas besoin d'aller s'enregistrer. Il n'y a pas besoin d'aller rentrer. On peut le faire par la suite, mais c'est intrinsèque à la création, au moment de la création. Les marques de commerce, ça vise à protéger les signes distinctifs, donc vraiment faire une distinction entre les sources de produits, entre deux concurrents, par exemple, vient catégoriser les types de produits et services en association. Évidemment, il y a des brevets qui sont protégés pour les inventions. Je ne rentrerai pas dans ça aujourd'hui, mais sachez que les technologies de blockchain peuvent être brevetées. NFT en soi, c'est une autre chose, mais au la chaîne de blocs, c'est un cadre d'une autre présentation, si vous voulez. Il y a en masse de choses à dire sur ce sujet. Et mes collègues agents de brevet pourraient peut-être venir aussi à cet effet. Donc, le droit d'auteur et les NFT. Ça, c'est vraiment un conflit entre les propriétaires de NFT et les détenteurs de droits d'auteur qui est vraiment un sujet de discorde important. Okay? La propriété d'un NFT confère des droits aux propriétaires, mais elle ne confère pas intrinsèquement, comme je le disais, des droits de propriété intellectuelle ou de licence automatiquement aux détenteurs du NFT. Cette divergence a vraiment donné lieu à plein de litiges là, entre les créateurs, ceux qui commercialisent un NFT et ceux qui les achètent par la suite. C'est pas parce que j'achète un NFT, j'en suis maintenant le titulaire, le propriétaire, je fais ce que je veux avec et je peux en exploiter à ma guise ce que je peux faire. Non, c'est pas nécessairement le cas si on n'est pas l'auteur, par exemple, de l'œuvre sur laquelle le NFT est associé. Donc, comme je le répète, le propriétaire du droit d'auteur, c'est le créateur, c'est l'auteur, puis c'est encadré par la loi sur le droit d'auteur au Canada. Donc, on réalise que, supposons on parle dans le domaine artistique, la loi sur le droit d'auteur continue à régir bon nombre des aspects entourant
une œuvre numérique, même si elle est sur un support NFT ou pas. Il va vraiment avoir des situations où, moi, en tant que créateur, j'ai des droits à faire valoir, j'ai des droits patrimoniaux que je peux céder, ceux qui sont économiques, c'est-à-dire sur lesquels je peux aller chercher des royautés, par exemple, produit d'une vente. Et j'ai des droits extra-patrimoniaux qui sont moraux. C'est des droits qui ne peuvent pas être cédés. C'est ce qu'on appelle le droit à l'anonymat, le droit à l'intégrité de l'œuvre, ne pas la faire modifier, ou le droit à, justement, à la paternité, c'est-à-dire même sous un pseudonyme. Donc, ça c'est des éléments qui ne sont pas nécessairement pris en compte directement dans un contrat intelligent, un smart contracts. Donc, c'est des éléments à dire, bon, ben écoute, moi, en tant qu'acheteur d'un contrat, d'un NFT, je veux avoir la libre exploitation complète de tous les titres, droits et intérêts associés à cette œuvre numérique via le NFT. Ben, ce n'est pas parce que je lis par un contrat intelligent. En fait, normalement, intrinsèquement, on ne va pas l'avoir parce que c'est un contrat exécutoire automatique. Il ne va pas prévoir la cession des droits d'auteur de l'œuvre numérique au vendeur par l'acheteur, mais il est possible, via le contrat intelligent, de venir baliser ou de rajouter des modalités propres à des cessions de droits d'auteur et de renonciation aux droits moraux ou des licences de droits moraux, des choses comme ça, pour vraiment exécuter une cession. C'est sûr que là, je te parle du cas de la cession, mais il peut y avoir des cas de licence où on va décliner certains types de droits entourant les droits d'auteur du créateur. Puis par la suite, exemple, ben, prévoir un droit de suite. Donc, pour chaque revente qu'il va avoir du NFT, donc je le vends à un premier vendeur qui le revend, je me fais une royauté sur la produit de la vente, sur la deuxième vente. Et tout ça, grâce au contrat intelligent, la chaîne de blocs, ben, ça, c'est ce qui est beau. On peut suivre l'historique des transactions, des propriétaires, des montants, des royautés. Donc, ce droit de suite-là, intrinsèquement, est quand même intéressant pour protéger l'auteur original de l'œuvre numérique. Donc, c'est très intéressant pour les créateurs. Donc, moi qui décide d'exploiter davantage mon œuvre, c'est une technologie qui est très pertinente. Donc, la notion de contrat intelligent, très importante à comprendre. Même si je l'ai dit tout à l'heure, je dis que ce n'est pas un contrat le plus robuste. On s'entend, ce n'est pas un contrat, c'est juste une façon d'automatiser des actions. Faut quand même s'assurer que toutes les modalités entourant l'actif qui est vendu, que ce soit une œuvre ou pas, soient encadrées spécifiquement. Sinon, ça va lever à des différents enjeux pour des frustrations, je dirais, par la suite, pour les parties prenantes. Je peux faire une certaine comparaison, en gros, entre un NFT portant sur une œuvre numérique. C'est comme si j'achetais un livre. C'est pas moi l'auteur. J'achète le livre, je peux le placer dans ma bibliothèque, mais là, c'est la même chose. J'achète l'œuvre numérique ou le NFT. Pas l'œuvre numérique, le NFT est associé à l'œuvre numérique. Je peux y accéder via un lien à ma bibliothèque, à mon portefeuille digital. C'est simplement ça. Mais je n'ai pas le droit de dire ensuite, revendiquer, c'est mon droit, c'est mon livre, c'est moi le créateur de celui-ci. C'est pas le vrai, c'est faux, puis c'est au détriment des créateurs. Par la suite, au niveau des marques de commerce, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont développées au niveau des marques de commerce, surtout dans l'industrie de la mode et du luxe. On a remarqué pas mal de litiges qui se sont passés. En fait, il y a des défis et des opportunités pour les entreprises qui œuvrent dans le domaine. On a le choix, justement, comme je disais tantôt, de protéger nos marques de commerce, l'intégrité de nos marques sur nos produits, sur disons, le monde numérique, dans le metaverse, des choses comme ça, de plus en plus, mais aussi venir saisir des opportunités, notamment en venant enregistrer des marques de commerce en association avec des produits-services digitaux ou numériques. Par exemple, la classe 9 de la classification de Nice, c'est une classification dans les classes de produits et services, venir enregistrer une marque de commerce qui va intervenir dans ce type d'activité. On peut prendre l'exemple justement de la compagnie ASIC qui a produit en 2021, au lieu la collection Sunrise Red NFT Collection, qui comprend 189 œuvres et 9 produits ASIC, qui illustre vraiment la tendance chez les grandes entreprises à venir investir dans la production de collections NFT qui s'imbrique dans une stratégie de marketing plus globale de numérique. Donc ça démontre un peu l'engouement et certaines opportunités à saisir pour les entreprises. Et deux autres cas que je vous parle dans les deux autres côtés, c'est plus des cas de litige, de venir défendre mes droits dans ma marque, dans mes produits, contre de la confusion, contre quelqu'un qui va venir vendre de l'achandage, profiter de ma marque pour venir créer un achalandage, un engouement, puis évidemment vendre plus cher mes NFT. C'est le cas des Meta Birkins, où ça a opposé la maison Hermès à l'artiste Mason Rothschild.
qui lui vendait aux enchères 100 Meta Birkins de NFT à l'effigie du célèbre sac de la maison. Évidemment, la cour, je pense que le district de New York a rendu un verdict en faveur de la maison Hermès, stipulant justement que les Meta Birkins violaient les droits de la propriété intellectuelle de la maison. C'est vraiment un des premiers, disons, un grand verdict qui a été important parce que ça venait valider justement l'application des lois sur la contrefaçon des marques dans un contexte émergent du metaverse, soulignant les défis juridiques que soulèvent les entreprises qui pouvaient faire face à travers ça. Donc, d'être sensible au fait qu'il y a une nouvelle plateforme maintenant, un nouveau monde sur lequel ils peuvent maintenant se retrouver sans avoir vraiment trouvé des droits de licence sur leur marque de commerce, par exemple. Il y a finalement aussi le cas des CryptoKicks. C'est entre Nike et la société de plateforme StockX, qui est une plateforme de vente de NFT, de chaussures, et en l'occurrence, c'était des NFT, des CryptoKicks. Donc là, évidemment, Nike reprochait le fait qu'ils vendaient des chaussures contrefaisantes qui portaient leur logo, le fameux swoosh, sans droit. Évidemment, Nike a réussi à obtenir raison et empêcher StockX de poursuivre la commercialisation de ces NFT sur sa plateforme. Donc, encore une fois, une affaire qui met en lumière les défis rencontrés par les plateformes de revente en ligne dans la lutte contre les contrefaçons, soulever des questions importantes concernant la responsabilité aussi, comme je le disais tantôt, des plateformes dans la vérification en amont de l'authenticité des produits, des droits des créateurs sur leur plateforme. Ça, c'est une chose à regarder autant en tant que créateur, acheteur, vendeur. Évidemment, il y en a qui vont profiter de tout ça au détriment des autres, ça c'est sûr. Donc, je rappelle, variation entre les différentes plateformes de vente, c'est une chose à bien regarder. Maintenant, au niveau de la protection des renseignements personnels et les NFT. Ça, c'est une chose qu'on parle beaucoup de plus en plus maintenant, la protection des renseignements personnels. On voit que, j'imagine qu'il y a peut-être déjà une conférence juste sur le sujet, je ne sais pas si c'est le cas, au niveau des droits qui peuvent se heurter entre la technologie, la chaîne de blocs, celle qui est dite complètement transparente, muable, on ne peut plus, elle est cimentée, si je peux dire, même si c'est rendu que toutes les transactions sont gardées dans les chaînes de blocs, mais le droit à la rectification, le droit à l'oubli, certains droits à l'anonymat, par exemple, le droit à la destruction, ce sont des droits qui sont de plus en plus présents dans les lois applicables en matière de protection des renseignements personnels, des droits des individus à leur vie privée. On remarque au Québec, il y a la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé qui a été amendée, modifiée par le projet de loi, modernisant les dispositions législatives dans telle matière. Et on retrouve expressément des articles qui vont parler de droit à la destruction puis le droit à la rectification des renseignements personnels des individus qui sont recueillis par les entreprises. Donc là, on parle quand même, il faut que ça s'applique à moi, en tant qu'entreprise qui crée des NFT, par exemple, je met en ligne des ventes de NFT qui recueillent par mal coup des informations, comme on l'a dit, des métadonnées, l'identification de l'acheteur, par exemple, des données financières, par exemple, aussi. Tout ça vont être préservés sur la technologie de la chaîne de blocs. Et là, on se retrouve à être heurté un peu dans ça. Il y a vraiment des courants de pensée qui disent on pourrait venir faire une transaction qui viendrait retirer de façon ubiquitaire par le réseau les informations de retrouver des renseignements personnels, mais je ne pense pas que c'est une option encore valide, faisable. C'est vraiment un courant que j'ai passé à travers. On retrouve vraiment ce conflit en ce moment, c'est-à-dire moi qui veux retrouver mes renseignements personnels détruits ou rectifiés ou supprimés, c'est très difficile pour moi maintenant de le faire si je retrouve sur une chaîne de blocs. Donc ça, c'est des questions qu'on va devoir regarder un peu plus à l'avenir. Il y a peut-être des opportunités pour des compagnies innovantes qui pourraient être spécialisées dans la chose avec des différents types de programmes. Mais ça, c'est une chose à suivre certainement. Évidemment, la crypto-monnaie, les spéculations, souvent, on va faire des transactions d'NFT via le biais de crypto-monnaie. Il y a très différentes difficultés d'évaluation de la valeur des NFT, très subjectives par nature. On voit que, comme on l'a vu en 2021, je pense qu'il y a eu un premier tweet de Jack Dorsey qui avait été vendu à 2,9 millions de dollars. L'année suivante était estimé en revente enchère aux 50 millions de dollars et qui finalement est sorti, je pense, à 132 piastres. Fait que c'est comme... il y avait
d'échéance, mais c'est comme, oh my God, c'est quand même une grosse perte d'argent. 2,9 millions à 132 $. C'est pas tout le monde. Je reprends encore le propos. Beaucoup de fans des NFT, mais beaucoup de sceptiques aussi sur vraiment l'objectif dans le domaine des NFT. Je pense artistique. Il y a aussi tout ce qui est les gas fees, qu'on appelle les frais de transaction pour payer justement les programmes, les frais de réseau pour valider les transactions et autres dépenses comme ceux qui pourraient intervenir en termes de droits de suite, les royautés potentielles qui doivent être payées au créateur original. C'est des choses qui vont prendre en compte, qui vont venir jouer aussi dans l'aspect de spéculation, dans la valorisation de l'acquisition d'un NFT. Donc, bref, une grande variation des prix, une grande volatilité. Tout ça soulève beaucoup d'enjeux pour les consommateurs, par exemple, qui se retrouvent à acheter un NFT. Comment on peut la responsabilité qu'on doit mettre en place pour protéger les consommateurs. Souvent, on doit garder un peu le bon sens aussi. Plus ça coûte cher, plus ça mérite une vérification minutieuse, à mon avis. Écoute, si j'achète pour 2,9 millions, ça me dit quelque chose? J'ai-tu vraiment la libre exploitation complète? En tout cas, c'est comme ça que j'adviserais mon client de voir s'il n'y a pas des petites limitations, restrictions à travers cette transaction-là. Puis évidemment, ben, via un contrat intelligent, peut-être plus, c'est-à-dire on irait voir, on viendrait supplémenter davantage. Excusez-moi. Tout le temps de l'ordinateur. Il y a aussi beaucoup de cas de fraude et autres. Tu sais, on s'entend, la chaîne de blocs, c'est une technologie extraordinaire qui est impossible presque à pirater. On s'entend, c'est ça l'objectif même de la chaîne de blocs. Mais ça reste qu'il y a quand même des maillons faibles à travers les utilisateurs, leur accès à la chaîne de blocs, les fameuses clés. Il y a des façons de venir, la plateforme se fait hacker, pirater. On se retrouve un peu mal foutu, tu sais, qu'est-ce qu'on arrive à ce niveau-là. Et donc, le rôle des plateformes de vente de NFT est vraiment intrinsèquement important. Est-ce qu'ils vont être capables de venir garantir certains éléments à ce niveau-là s'ils se font pirater, puis j'ai un portefeuille digital de plusieurs millions de dollars, puis finalement, ben, je ne peux pas avoir vendu tous mes NFT. Il y a des enjeux juridiques à regarder à ce niveau-là. Ils vont souvent se des responsabilités au maximum. Par, par la nature humaine, exactement, mais c'est des choses qui vont venir regarder, puis je ne dis pas assez souvent de venir regarder les conditions d'utilisation. Ce n'est pas un réflexe intéressant nécessairement à faire. Peut-être par des formations professionnelles, je le fais parce que j'en rédige aussi, mais venir regarder c'est quoi qu'on encadre vraiment dans mon cadre d'utilisation sur ce type de plateforme. Évidemment, il y a des portefeuilles d'actifs numériques via piratage de la plateforme directement, mais aussi qui sont sécurisés sur des clés physiques, on va dire, qui ont été volées ou détruites. On se retrouve un peu peinturé dans le coin du mur. Là. Il n'y a pas grand-chose à faire à ce niveau-là. Mais il y a des enjeux juridiques au niveau des plateformes à venir regarder. Donc, il y a vraiment une augmentation des risques quant à l'achat peu transactionnel. Je ne parle pas nécessairement de la technologie, mais des plateformes, comment ça s'inscrit. Il faudrait regarder, puis de plus en plus voir s'il y a comment on va venir les remédier à ces situations-là via des mécanismes des actions en justice. Donc, ça, c'est un autre des enjeux juridiques à venir regarder, sachant que la plateforme peut être hébergée à tel endroit. Moi, oui, au Québec, il y a la loi sur la protection du consommateur, qui est quand même pertinente pour nous, qui vient nous protéger, mais ça reste qu'il y a quand même des choses à venir baliser davantage en matière de NFT. Ça reste que là, j'ai dit beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses. C'est pas parfait exactement, mais ça reste que la technologie blockchain, le NFT, peuvent être vraiment des avantages insoupçonnés à garder en tête au niveau des registres de droit. Juste en matière de propriété intellectuelle, il y a la plateforme IPWE, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, non? Qui vise à tokeniser, en fond, les brevets et rendre sous forme de NFT, puis commencer à faire des transactions avec son facilité, rapprocher les inventeurs, les innovateurs, les investisseurs ou potentiels acheteurs de brevets. Ça diminue complètement les intermédiaires, on s'entend, moins de frais transactionnels, moins de friction entre les parties. C'est quand même une chose super intéressante, là, tout ce qui est registre, en fait. Moi, je parle de l'exemple de propriété intellectuelle, je suis dans ça, mais c'est vraiment de quoi de pertinent qui va pouvoir, à mon avis, une grande application. Tu sais, on est plus dans le domaine de l'utilitaire que l'artistique. Au niveau, par contre, de la preuve et de la lutte contre la contrefaçon,
Je reviens au droit d'auteur. On se souvient, le droit d'auteur se crée automatiquement lors de la création de l'œuvre. Okay? C'est bien beau, c'est parfait. Okay? Moi, je suis l'auteur, c'est moi qui l'ai fait. Mais après, il faut que je la prouve que c'était moi qui ai créé l'œuvre à tel moment. Donc, une question de date à mener à certains points en litige de contrefaçon, où je dois venir capable de démontrer mon antériorité de la création versus un contrefacteur qui lui revendique le fait qu'il est le créateur aussi de cette œuvre-là. Donc, le fait qu'il soit, par exemple, j'ai décidé rapidement de créer une œuvre numérique, l'associer à un NFT, le fait qu'il soit sur une chaîne de blocs a un mécanisme de rodateur, je peux dire, qui va venir de façon probante indiquer le fait que je suis antérieur à toi qui est venu copier peut-être l'œuvre numérique. OK, c'est pas sans faute, là, évidemment, mais sans plus de nuances et de flexibilité à l'avenue de la preuve, mais c'est une chose qui pourrait être vraiment appliquée. Un des beaux avantages. Sur la gestion des droits, c'est comme tout à l'heure, je le mentionnais, il y a possibilité de venir supplémenter certaines modalités de licence au contrat intelligent et les gages d'authenticité. En fait, gestion des droits, ce que je voulais dire davantage, comme je me répète un peu à ce niveau-là, mais pour un auteur, créateur d'un NFT, d'une œuvre numérique sur un NFT, de venir prévoir des droits de suite, des royautés. Tu peux faire tel type d'utilisation, mais pas tel type d'utilisation. Tu peux le partager, mais pas tel type de. Il y a vraiment sky's the limit dans les types de modalités de licence ou de modalités de cession qu'on peut faire. Puis c'est très intéressant avec ces technologies-là, ce qu'on peut éventuellement faire. Évidemment, il y a les gages d'authenticité, puis ça, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais on parle, exemple, de l'industrie du luxe avec le consortium Aura Blockchain, c'est un groupe LVMH avec, je pense, Prada et Cartier qui ont créé un consortium qui va permettre aux consommateurs d'acheter un bien et d'avoir un certificat d'authenticité qui va joindre le bien pour valider le fait qu'il est authentique, qu'il n'est pas contrefaisant. On va voir tout le cycle de produit de sa création à, par la suite, ses transactions et maintenant ma propriété. Donc, c'est comme j'achète un diamant et un certificat de bon, c'est pas un blood diamond, c'est sorti de là. Même principe, puis c'est vraiment très innovant. Puis on s'entend que c'est les compagnies, je parle beaucoup de l'industrie du luxe, mais c'est souvent des biens qui valent beaucoup d'argent, ils se sont souvent euh, sont souvent les victimes de contrefaçon par des copieurs, par des contrefacteurs. Donc, ils avaient intérêt de mettre en place ce genre de mécanisme. Puis c'est intéressant aussi, je trouve, pour le consommateur de recevoir ce genre de certificat NFT utilitaire qui vient valider le fait que j'ai vraiment, je sais pas, une vraie sacoche Prada. C'est le fun, tu sais, quand on s'entend. Euh, Au niveau des enjeux pratiques et des bonnes pratiques, je voulais en parler un petit peu. Si on s'entend, la notion de confiance dans les NFT, c'est central dans son adoption, mais c'est tout dans la technologie de la blockchain at large. C'est une blockchain qui va une solution qui va déplacer la question de confiance dans les utilisateurs finaux. Okay? Il n'y a plus d'intermédiaire qui est validé. Ça reste quand même, comme je le mentionne depuis tout à l'heure, la confiance entre nous, entre utilisateurs finaux, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'information, oui, elle est validée, mais est-ce que c'est vrai qu'il m'avait dit que j'avais les droits d'auteur sur l'œuvre originale? Est-ce que l'information est correcte, même si elle est 100% validée? Puis qu'est-ce qui arrive alors dans ces moments-là, dans ces recours-là? Ça, c'est vraiment au cœur, je dirais, de l'avenir des NFT de la blockchain, cet aspect de trust. Ça passe beaucoup par de l'éducation et de la formation, comme aujourd'hui, un peu dans un sens en parler davantage, comme Mme professeur Charlene Bouchard fait, d'avoir cette charte de recherche-là, c'est central pour faciliter sa compréhension, son adoption, puis par les futures générations, puis donner de la confiance à la population dans cette technologie, sensibiliser face aux divers enjeux, justement, entre la notion de propriété réelle et propriété intellectuelle. C'est pas parce que je possède quelque chose que j'en suis propriétaire des droits de propriété intellectuelle et justement une meilleure compréhension du fonctionnement de la technologie. Des bonnes pratiques, toujours être transparent, précis et clair, justement. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, j'ai un NFT pour dire j'ai un NFT », mais s'il n'y a pas d'opération, d'objectif concret à the end of the day, c'est pas très payant pour personne. En fond, c'est de la spéculation. C'est pourquoi tu ferais un NFT s'il n'y a aucun avantage à l'avoir. Être transparent avec ses utilisateurs, il y a des plateformes, ça c'est sûr. Fournir des informations claires, précises, comprendre les modalités des marchés, des plateformes de NFT. Je ne le dis peut-être pas assez, mais ça, c'est une chose assez importante. Prendre toujours en compte qu'il y a des incertitudes qui entourent les différents NFT.
surtout dans le domaine artistique, s'assurer d'avoir fait une bonne vérification. Et pour les créateurs, c'est important de réfléchir à son projet et ses finalités. Qu'est-ce que je veux en faire de cette œuvre? Est-ce que je veux créer une bibliothèque de galeries d'art sur le Metaverse avec des NFT que je vais aller collectionner, justement? C'est quoi l'objectif derrière cette acquisition-là? Qu'est-ce que je peux en faire par la suite? Est-ce que je peux réellement les afficher par la suite? Il faut que je le garde juste pour moi. Je n'ai pas le droit de le publier. C'est peut-être ça. C'est qu'est-ce que je peux vraiment faire derrière l'utilisation convoitée. Okay? Intégrer du langage par précaution. On n'est jamais, en tant que, je ne sais pas si vous êtes des futurs juristes, mais c'est toujours intéressant d'avoir des écrits, on s'entend, surtout en matière de droit d'auteur, si j'ai peut-être sauté sur cet aspect-là, mais pour valider une cession de droit d'auteur, il faut que ça soit écrit. Je ne peux pas dire, écoute, toi, Bob, je te donne ça, puis c'est beau aussi. Là, il faut vraiment qu'il y ait une session, que ce soit par écrit au niveau du droit d'auteur, puis justement, ce rôle de langage intelligent, de comprendre comment la technologie fonctionne, jamais trop précautionneux, c'est très bien à ce niveau-là. Puis s'assurer aussi que le langage reste toujours valide et suffisant. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est qu'il y a une certaine notion de territorialité, par exemple, en droit d'auteur. Je reviens avec le lien avec les NFT. C'est souvent, je fais une transaction d'un NFT. Je suis un créateur canadien, le droit d'auteur canadien s'applique. C'est certes, j'ai le droit de suite qui va de soi, tout ça. Je peux renoncer en tout ou en partie à mes droits moraux, mais il y a des juridictions où c'est pas vraiment clair que tu peux renoncer à ça. Il faut vraiment avoir un langage particulier, une clause très formale, qui va répondre aux exigences de la jurisprudence ou de la loi applicable. Supposons en France, c'est pas pareil la renonciation aux droits moraux que la renonciation aux droits moraux au Canada. Donc, ça, c'est des éléments, des petites finesses, des justesses qu'il faut vraiment prendre en compte dans le langage. Un contrat intelligent ne va pas être capable de venir exécuter. Donc, toujours continuer de s'informer. Les changements législatifs réglementaires rapides sont parfois importants. Là, justement, le manque, le flou. On a des dispositions au niveau des disons, autorités de marché financier qui commencent pas mal, qui ont déjà commencé pas mal, disons, dans les différentes qualifications de jetons. Comment est-ce que ça va être qualifié d'un investissement ou pas? Pourquoi ça l'est? Ensuite, est-ce qu'il y a des incidences fiscales? Ce sont des éléments qui vont venir jouer sur la possession, l'acquisition, les transactions de NFT. Bien connaître la technologie, ces nouvelles mises en œuvre, justement. Moi, je suis un fier croyant des NFT utilitaires comme le consortium Aura. Tout l'aspect registre également, ce sont des choses, des applications qui sont très tangibles, très possibles et que je pense qu'il y a un avenir assez clair à ce niveau-là. Puis, il y a toujours des opportunités, justement. Il y a un registre quelconque qu'on ne sait pas qui pourrait être tokenisé via des NFT. Ça permet des fois de faire des veilles concurrentielles, rester à l'affût. Il y a des opportunités, c'est sûr et certain, dans ce domaine-là. Ça, c'est une certitude. Donc, au niveau de la conclusion, là, j'ai peut-être vendu un peu le punch, j'en parlais déjà à l'instant, mais il manque de définition légale. Il y a un flou par rapport à ça. C'est quoi exactement un NFT? Oui, vous êtes technique, on comprend c'est quoi. C'est un cryptoactif qui détient des métadonnées qui sont uniques à ce moment-ci, qui sont sur une chaîne de blocs, mais au sens de la loi sur des lois financières, des valeurs mobilières, tout ça peut être différent. Ça peut être qualifié différent puis avoir des incidences différentes. Il faut adapter les concepts de Lego et de neutrale technologie. Donc, il n'y a pas une reconnaissance entre le fait que j'ai une œuvre numérique et une œuvre physique. Ce n'est pas la même chose. Tantôt, je disais, oui, j'ai une œuvre, j'ai un accès à une œuvre numérique, tandis que l'autre, j'ai, par exemple, un tableau chez nous. C'est pas pareil. Le support n'est pas encore reconnu. Si c'est clair pour vous. Là. Puis évidemment, il y a des dépôts de nouveaux projets de loi, surtout comme dans le niveau des valeurs mobilières, qui est de plus en plus le cas dans les différentes provinces ici au Canada. Mécanisme d'authentification, vraiment, le NFT utilitaire, c'est l'avenir à ce niveau-là. Ça permet, comme je le disais tantôt, de contrôler et de lutter contre la contrefaçon, la gestion des droits, les gages d'authenticité. C'est des choses qui sont dans un monde de plus en plus sans frontières, qu'on est sur un monde numérique seulement en plus. C'est une chose qui va vraiment être l'avenir à mon sens. Donc, grande polyvalence, beaucoup de zones grises encore, mais une évolution constante, ça, j'en suis sûr et certain. Voilà.
Il était mis un petit X. Ouais. On m'avait dit, mais pas un petit X pour être dans la Pour caméra. rester proche. Petit X. Donc, on a certainement le temps de prendre quelques questions. Dans la salle, et puis je regarde l'écran derrière. Si vous avez des questions, les gens qui sont à la maison, peut-être levez votre main dans la fonction. Puis vous pouvez ouvrir votre caméra, ça me fait toujours plaisir de vous voir. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Madame? Oui, en fait, je me demandais si la production puis l'entretien d'un NFT a un impact écologique. Oui. François? Il y a eu beaucoup de critiques initialement sur l'empreinte carbone, sur le coût énergétique associé au minting, qu'on appelle le minage des NFT, donc dans la chaîne de blocs, la de validation. Donc oui, il y a différents. Par contre, là, je ne suis pas nécessairement le plus expert dans les aspects environnementaux de la chaîne de blocs, mais il y a beaucoup de développements qui sont faits pour rendre ça beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient, optimal, pour diminuer les coûts justement énergétiques à ce niveau-là, puisque c'était une des grandes critiques qu'il y avait. Puis je pense qu'il y a certains d'entre vous peut-être qui pourraient peut-être le savoir aussi, là, mais ça, c'est une certitude là, qu'il y a eu des critiques à cet effet-là. Oui, juste pour compléter, là, c'est la preuve de travail qui est très énergivore, qui est le consensus qui est derrière Bitcoin. Ouais. Donc, alors qu'avec les contrats intelligents, par exemple, ils sont passés à un consensus moins énergivore. Et il y a beaucoup de recherches comme Henri le mentionne, il y a beaucoup de recherches qui se fait actuellement, là, entre autres dans les universités, pour améliorer un talon d'Achille, mais c'est extrêmement sécuritaire. Ouais. Donc, oui, il y avait une question à l'arrière. À la maison, madame, je ne sais pas si elle a... Il y en a une dans le chat que je peux lire. Oui, vas-y. Alors, la question est comment sensibiliser davantage aux transactions NFT dans les pays sous-développés qui souffrent de retard dans le domaine des échanges de monnaie numérique? Très bonne question. Géopolitique, quasiment. Écoutez, la sensibilisation, c'est quand même une technologie qui a des applications super intéressantes, puis surtout dans des domaines très de base dans nos sociétés qui sont encadrés par le droit. C'est sûr que comment atteindre une maturité sociétale pour accepter ou adapter cette technologie-là, je n'ai pas de solution. Je ne sais pas exactement comment on pourrait faire, mais ça passe certainement par la facilitation des jeunes générations à la technologie, les sensibiliser à ça, puis surtout de voir que ils ne sont pas limités, là, que tout est faisable rendu avec un ordinateur puis des serveurs. Tu peux quasiment commencer à te lancer une business dans ce domaine-là. Fait que je pense que ça commence par de la sensibilisation au niveau des jeunes générations. Puis aussi, ben, les policymakers, là, les régulateurs, des fois, ils n'ont pas intérêt, mais ce serait des opportunités aussi pour eux de venir disons, être acteurs de changement de leurs infrastructures avec ce genre de technologie-là. Souvent, peut-être juste pour compléter, il y a, tu parlais tout à l'heure du registre. Ouais. Nous, ici, on a quand même des registres, si on prend l'exemple du registre foncier, pas le nommer, qui fonctionne bien, alors qu'il y a des pays en voie de développement où il n'y a pas de registre. Pas de registre. Donc, ça peut être une opportunité extraordinaire d'utiliser cette technologie. C'est juste un exemple. Absolument. Voilà. Oui, monsieur. Par rapport au consensus, justement, pour nommer le plus populaire Bitcoin, Ethereum, est-ce que la réglementation s'intéresse au contrôle de ce consensus-là, puis à la validité, puis à la longévité de ce consensus-là qui est je pense, oui, absolument. Actuellement, la réglementation, actuellement, on en est vraiment au premier balbutiement. Je dirais sur la planète de façon générale et à ce que je sache, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait dire le contraire ou à la maison, mais je n'ai pas rien vu à ce niveau-là. On y va un peu par urgence. Et donc, actuellement, l'IA, c'est l'intelligence artificielle là, en Europe. Nous, on a une approche, on attend. En Amérique du Nord, on a plutôt une approche de common law. Et donc, on regarde ce qui se fait, on laisse l'innovation se déployer. Et lorsqu'il y a des problèmes importants là, en termes de gestion des risques, on va avoir tendance à intervenir. Mais on a plutôt une approche attentiste à ce niveau-là. Question complémentaire. Allez-y. Est-ce qu'il existe en ce moment des chaînes de blocs qui, justement, s'attardent à un consensus qui est peut-être un peu moins anarchique que des
points intéressants, Probablement. des chaînes de blocs dans lesquelles le consensus qui est établi par des tiers de confiance, par exemple. Je pense que oui. Je pense que oui, mais je ne pourrais pas en donner spécifiquement. Je suis désolé. Tout à fait. Tout à fait. On va pas. Je pourrais vous en. On travaille évidemment beaucoup là-dessus actuellement parce que c'est un enjeu évidemment extrêmement important. Donc, oui, ça, c'est un élément là, au niveau de la recherche. Il existe des plus petites, moins connues, mais tout à fait. Donc, peut-être prendre une question. Alors, j'invite Abdel Nasser à ouvrir son micro. Là. Oui, monsieur ou madame, là, je suis désolée, mes lunettes sont sur ma tête, je ne vois pas. Donc, vous pouvez poser la question. Ouvrez votre micro. Si vous avez un problème avec votre micro, vous pourriez peut-être poser votre question aussi dans le chat. En attendant, je ne sais pas s'il y a une autre question ici en salle. Madame? Moi, je me demande vraiment, comme, vu que c'est nouveau, est-ce que dans tous les jours de travail, tu joues beaucoup avec ça? C'est pas encore. Oui, bien, il y a des questions qui surviennent sur les NFT, puis il y a des questionnements de nos clients sur l'application de cette technologie-là, la blockchain et les NFT, pas tous les jours, là, mais ça arrive quand même. Ce qui est le fun avec ma pratique, c'est qu'on est quand même rapproché des innovations, des innovateurs constamment qui remettent en question par leurs inventions, leurs approches, les différents systèmes qui sont mis en place actuellement. Puis travailler avec des agents de brevets qui vont venir aussi breveter de la technologie blockchain. Puis après, ben, c'est comme de travailler avec des futuristes quasiment. C'est assez intéressant. Donc oui, pour répondre à la question rapidement, ça arrive souvent, assez souvent, d'aborder ces questions-là, certainement. Ouais. On est à Québec, donc à Montréal, ben, non. Mais les avocats. Ben, je travaille souvent avec Montréal. Tu sais, Cadrobix, c'est Montréal à la base, mais on a une petite équipe à Québec. Mais oui, non, c'est sûr que dans les grands hubs technologiques, là, c'est des questions qui se reviennent souvent, là, absolument. Les notaires, eux, des règles des successions, par exemple, avec des NFT, des crypto-monnaies dans leur. Ou des transactions, pour vous donner un autre exemple là, de ce qu'on peut vivre au quotidien. Ouais. Même si je fais plus de pratique, on m'appelle souvent pour me demander comment on transfère ça, Mais évidemment, on est en émergence, mais de plus en plus, hein, je pense que vous aurez quotidiennement ce genre de questions dans vraiment peu de temps. Oui, puis dans plein de différentes pratiques, justement, successorales, familiales, autant que moi, je suis en propriété intellectuelle, c'est sûr qu'on est upfront là, avec ces sujets-là, mais il va en avoir partout. Là. J'ai un portefeuille d'NFT qui vaut 50 millions, je me divorce, je ne sais pas, est-ce que tu sais, rentre dans les propres, dans les. ou pas? C'est des questions qui vont être. Les petites entreprises, on est dans un endroit au Québec où il y a beaucoup de petites entreprises, donc des startups. Aujourd'hui, des petites entreprises de technologie, il y en a plein. Donc, ils veulent profiter de ces opportunités. C'est des jeunes qui sortent de l'université. Et puis. Souvent, ils ont aussi un rôle de sensibilisateur, parce que c'est tellement upfront des fois. Mon devoir, ils sont peut-être un peu en avance du marché. Donc, il faut qu'ils fassent vraiment de l'éducation sur leur technologie, le problème identifié, puis comment, évidemment, tout en saisissant des opportunités commerciales. C'est quand même le fun. Donc, on ne fait pas juste fêter des nuages. Non. C'est pour ça que j'invite des praticiens. Oui, mais pour ça souvent. Oui. Il y a une autre question, si je peux me permettre. Alors, M. Dave Bouchard, pourquoi est-ce que vous considérez que le contrat intelligent sur une blockchain n'est pas un contrat? Okay. Ben, c'est davantage des modalités qui vont venir exécuter des prémices déjà établies. Donc, si tel événement arrive, c'est un courant de pensée là, que je partage, en fait, là, qui n'est pas vraiment nuancé. On ne pourra pas comparer un contrat intelligent qui est un programme littéralement très binaire, si je peux dire. C'est s'il y a ça, il y a ça. That's it. Tandis qu'un contrat juridique plus traditionnel, il va y avoir des nuances qui vont venir s'intervenir dans tout ça. Possibilité, peut-être que je me trompe, là, mais moi, c'est la vision de la chose. Les contrats intelligents, sachant que c'est un programme plutôt binaire 0-1-1-2, 0-1-0-0-1, ça reste limité, puis on va le programmer dans ce sens-là. J'invite les autres, s'il y a des avis différents,
peut-être à le mentionner, là, mais c'est dans la formation des nuances qu'on va apporter au contrat que je ne la considère pas comme un vrai contrat typique juridique. C'est probablement le modèle, la définition que tu as pris de l'Office qu'ils ont, comment dire, caniche, je vais utiliser cette mauvaise expression-là. C'est parce que, a priori, bon, c'est pas une grande histoire aujourd'hui, puisqu'on pourra en parler longtemps. C'est une mauvaise traduction. Smart contract à la base. C'est plutôt application intelligente. Donc, mais pour répondre à monsieur, c'est monsieur Bouchard, je pense. Il pourrait y avoir, ça existe, de véritables contrats. Là, j'ai un de mes étudiants qui me regarde d'une drôle de façon. Donc, on pourrait dire qu'il y a différents types de smart contracts. Mais si ça vous intéresse, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est le modèle de base, appelons-le de cette façon, l'exécution clause. Puis, il faut comprendre aussi que c'est, comme Henri l'a mentionné, c'est pas conçu pour tous les types de clauses, tous les types de contrats. Ça, c'est un autre élément. Là, on ne peut pas traduire le langage juridique. Essayer de traduire une obligation de bonne foi de la personne raisonnable en langage informatique, c'est pas simple. Donc, il y a des clauses qui se prêtent évidemment beaucoup mieux. Il y a des types de contrats qui se prêtent évidemment aussi beaucoup mieux. Donc, voilà, c'est difficile de résumer ça en quelques minutes. Merci, c'était très bien résumé. Tout à fait. D'autres questions? Oui? J'ai une question sur un exemple précis. Est-ce que les NFT peuvent participer à la protection des droits économiques des réalisateurs cinématographiques? Ben, je pense que certainement. Les droits économiques, on parle vraiment juste des producteurs de films. Là. Les réalisateurs. Réalisateur. OK, celui qui réalise le film, mais qui n'est pas le producteur. Les auteurs des films. Oui. Et il y a toujours il doit certainement exister des NFT qui vont venir encadrer spécifiquement dans le domaine cinématographique le rôle des différentes parties prenantes à un film, ça c'est sûr, certain. On peut prévoir justement des différents types de transactions. Donc, le droit d'auteur va être cédé ou sous licence au producteur et prévoir des droits de suite par la suite, sans qu'il y ait nécessairement une renonciation. C'est plus des modalités de licence. Donc avec des royautés par la suite, contrairement à une cession où ce que moi, en tant qu'auteur, je n'ai plus de droits de suite nécessairement par la suite. Fait que oui, je pourrais répondre à la question, ouais. Je crois. D'autres questions? Commentaires? Non, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri. Vraiment. plaisir. Merci.